Bonjour à toutes et bienvenue parmi nous pour écouter les commentaires de l'actualité avec nos confrères de la presse écrite et parlée. Aujourd'hui sur ce plateau, Jérôme Souzine de RCFM. Bonsoir. Jérôme. Guillermo Padovani de Corse Matin. Bonjour. Et puis Dominique Moret, Puntello di Viastella. Bonsoir à vous, Dominique. Alors l'actualité est ministérielle cette semaine avec la nomination du Premier ministre, Elisabeth Borne. 31 ans après Edith Cresson, c'est donc une femme qui accède à Matignon pour diriger le gouvernement. Il a quand même fallu attendre 3 semaines, le bon vouloir du président, c'est un record. Le gouvernement devrait être lui nommé vendredi après-midi et nous ne connaissons pas, à l'heure où nous enregistrons cette émission, encore sa composition. Mais peut-être nos confrères nous donneront-ils quelques informations. Alors, au-delà de cette nouvelle marque du pouvoir de Macron, qui est dans la continuité de ce qu'on a quand même connu depuis 5 ans, est-ce qu'il faut quand même s'attendre à un changement de nature de ce quinquennat? Dis-le. Changement de nature, je n'en vois pas, d'autant que là aussi, alors c'est une fausse ouverture à gauche. Elisabeth Borne, on l'a dit, ceux qui espèrent recueillir l'assentiment de la gauche rappellent son passé socialiste et qu'elle a été proche justement du Parti socialiste. Bon, c'est surtout une polytechnicienne, une technocrate. Ancienne préfète. Ancienne préfète, et ingénieur des ponts et chaussées, il me semble aussi. Quelqu'un de grande compétence qui a dirigé la RATP, qui connaît les grandes entreprises françaises. Mais non, de changement de cap, elle a participé quand même. Elle a été 3 fois ministre, elle a participé pendant 5 ans à ce gouvernement, à la première mandature d'Emmanuel Macron. Donc de changement de cap, on n'en voit pas. Le seul changement, c'est que c'est une femme par rapport à Jean Castex. Mais également, là aussi, je pense que son profil n'est pas dû au hasard. Quelqu'un de fidèle et quelqu'un qui ne fait pas de vagues, en tout cas qui ne fait pas de... qui a le... Et puis, pas sur le plan politique, non, pas sur le plan politique. Exactement, justement, un petit peu sur le même moule que Jean Castex. Et c'est ce profil-là que recherche Emmanuel Macron. Jérôme, Macron avait annoncé le soir de sa réélection, président nouveau, peuple nouveau, mandat nouveau. Vous y croyez vous aussi? C'est un mandat qui s'annonçait, au dire du président de la République, sous les auspices d'une nécessité écologique, une priorité sur l'écologie. Je ne sais pas si Madame la Première ministre, faut-il dire, sera... En tous les cas, il a nommé quelqu'un, effectivement, d'extrême confiance, parce que peut-être s'il y a un autre Premier ministre ou un autre ministre de l'économie, en soulevant le tapis, on va se rendre compte que ce quoi qu'il en coûte a décidément coûté très 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 cher à la France. Et quelle va être la situation? C'est ça, quelles vont être les marges de manœuvre de ce gouvernement qui se met en place. C'est finalement là la vraie question. La question de l'écologie, va-t-elle être réellement une priorité? La question économique, y aura-t-il des marges de manœuvre? Avec quel type de mesures sociales? C'est ce qu'attendent a priori tous les Français. Là, on semble focaliser sur une baisse des loyers, sur une... Bon, le pouvoir d'achat, c'est au cœur même des élections législatives. Mais il faut trouver autre chose parce que là, il y a un essoufflement qui risque de se retrouver, on va en reparler, dans le vote, dans la participation des législatives. Nouveau Premier ministre, une femme, ça fait déjà 2 nouveautés. Est-ce qu'il faut en entendre une autre sur le plan politique? Pas forcément. En fait, c'est un petit peu la même stratégie que précédemment. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'était posé en gardien face à Marine Le Pen. Et aujourd'hui, il se pose en gardien face à Jean-Luc Mélenchon. Et quelque part, en nommant quelqu'un qui est issu de la social-démocratie, c'est une façon de rappeler aux électeurs de gauche qu'ils restent de gauche. Et donc qu'ils n'aillent pas chez Mélenchon. Concernant, on va dire, la politique sociale, Jérôme en faisait mention. On se rappelle qu'Elisabeth Borne a conduit à la réforme de l'assurance chômage, avec ici quelques conséquences, et de la SNCF, mais ici il y a des conséquences, la réforme de l'assurance chômage, puisque on sait qu'il y a une économie corse qui repose beaucoup sur la saisonnalité, et il y a des personnes qui se retrouvent en fin de droit, exclues du dispositif, parce que justement, ils ne peuvent pas travailler suffisamment. On va
est-ce qu'il y aura des changements ? Il semblerait que ce qui a été dit là laisse augurer que non et qu'on est dans une personnalité qui va plus ou moins céder au desiderata d'Emmanuel Macron, qui a présidentialisé encore davantage le régime. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça, de toute façon. Assurance chômage, réforme de la SNCM, ça va pas tellement dans le de la SNCF. La SNCM, c'est réglé depuis longtemps. Ça ne va pas vraiment vers l'avancée sociale. Non, en fait, c'est un affichage un petit peu à gauche, mais dans les faits, si on regarde le quinquennat précédent, il n'y avait pas grand-chose à gauche. Et puis quand on sait que la réforme des retraites à venir propose une 65 ans pour avoir les droits, effectivement, c'est pas très à gauche, mais on est dans l'univers du cosmétique et il y a des gens qui peuvent peut-être se laisser séduire par ça, par une forme de social-démocratie centriste qui peut être tantôt à droite, tantôt un peu à gauche. Alors nous attendrons maintenant la nomination du nouveau gouvernement et puis la déclaration de politique générale pour en savoir plus. Mais avant cela, il y a les élections législatives et la campagne qui se poursuit. 33 candidats sont déclarés à l'heure actuelle en Corse. La fin des dépôts de candidatures, c'est vendredi soir à 18h. Et cette semaine, nous avons droit à une nouvelle visite, celle d'Édouard Philippe, venu inaugurer la permanence de Laurent Marcangeli à Ajaccio. On l'écoute. Le principe de l'accord que nous avons passé avec les forces de la majorité, La République En Marche, le Modem et Horizon, c'est que nous créions tous les trois une confédération. Dans cette confédération, chacun d'entre nous conserve son autonomie politique, son autonomie juridique, son autonomie financière. C'est donc un accord entre partenaires. Et puis ensuite, nous avons essayé de construire ce qui serait l'architecture de la future majorité. Chacun d'entre nous doit avoir un groupe parlementaire. Décidément, Édouard Philippe accorde beaucoup d'intérêt à Laurent Marcangeli. Comment est-ce que ça s'explique, selon vous, Jérôme ? Ou le contraire. C'est lui qui se déplace, quand même. Hein. C'est lui qui se déplace. Moi, certainement que ce candidat, Laurent Marcangeli, sera amené à se déplacer, lui aussi, du côté de Paris. En tous les cas, c'est sa volonté en se présentant candidat dans ces législatives, qui pose pour lui un certain nombre de problèmes. Le premier, s'il est élu, étant sa succession. Alors, est-ce que M. Sbraj a reçu les garanties d'être au poste de maire ? Il y a déjà eu une petite peau de banane pour M. Ferrare. Il n'y aura-t-il pas une peau de banane pour M. Sbraj ? C'est à suivre, hein, parce que la politique, c'est compliqué. C'est pas seulement l'amitié. Hein, on l'a bien vu. Hein. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps... Et j'ai revu parce que j'aime bien les images, les photos. La Madonucci, il y avait la statue de la Madonucci devant la cathédrale d'Ajaccio. Una parte c'era Marcangeli, l'altra parte c'era Jean-Jacques Ferrare a fianco così. Bon, ça ne porte pas toujours bonheur. C'est compliqué pour Laurent Marcangeli. Et surtout, il y a une espèce d'enfumage avec la création d'un mouvement qui s'appelle Horizon, où on voit très bien que derrière, il y a ce que l'on appelle d'autres présidentielles qui arrivent dans 5 ans. Je pense que ça commence à lasser les électeurs, quoi. Il y a beaucoup d'élections, il y a eu les territoriales, il y a les présidentielles, il y a les législatives. On parle déjà des présidentielles de l'an prochain. Pendant ce temps... Dans 5 ans, on a encore un peu de temps. Hein. Enfin, certains s'y préparent. Ils y sont déjà les uns les autres. Et ce petit jeu politique, je ne suis pas sûr que ça plaise à l'électeur. Et dis donc, est-ce qu'il voudra en faire un membre du gouvernement de Laurent Marcangeli et Édouard Philippe? C'est une manière de placer ses pions dans la perspective, on vient de le dire, de la présidentielle en 2027. On parle avec insistance de la présidence du groupe à l'Assemblée nationale hein, pour Laurent Marcangeli en cas de victoire, hein, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas anodin. En tout cas, Édouard Philippe veut en faire un des piliers de son parti. C'est déjà le cas. Je pense que là aussi, sa visite, hein, comme on vient de l'évoquer, sa visite à Ajaccio n'est pas anodine. Il place certes ses pions et puis il commence à chercher, enfin en tout cas, il les a trouvés, ses appuis, mais en tout cas à mettre en place sa stratégie pour dans 5 ans. Et comme vous le disiez, Jean Vitus, c'est vrai que d'être déjà dans la perspective des présidentielles, à travers même les législatives qui arrivent là maintenant, c'est vrai que bon, on tire déjà on fait déjà des plans sur la comète, mais effectivement, on évoque déjà des
des ambitions présidentielles qui sont évidentes. Il faut être visible pour avoir ces ambitions-là, il faut être visible à l'Assemblée nationale, il faut avoir un groupe structuré. Dominique, vous l'avez rencontré, vous l'avez interrogé. Est-ce que vous avez fait des confidences sur sa stratégie et ses relations avec Laurent Marcangeli? Très peu, Jean-Michel. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette visite intervient au moment où Elisabeth Borne est déjà nommée depuis un jour ou deux. Le gouvernement n'est pas encore nommé et à une période où il y a des tractations à supposer, Édouard Philippe vient à Ajaccio. C'est quand même une marque de confiance assez forte envers Laurent Marcangeli. Alors, est-ce qu'il sera président de groupe? J'ai posé la question à Édouard Philippe. Il ne répond pas, bien sûr. Ça dépendra évidemment du résultat de l'élection et s'il y a d'autres poids lourds peut-être à placer et à voir quelles seront les responsabilités des uns et des autres. En tout cas, il semblerait que Laurent Marcangeli soit une pièce importante du dispositif d'Édouard Philippe. Pour le reste, Édouard Philippe a peu parlé de la Corse et quand on a voulu faire une interview sur les sujets du moment, c'est-à-dire le report de la réunion qui était prévue avec Gérald Darmanin le lendemain de l'inauguration qu'on a vue tout à l'heure, il a refusé. Donc on a fait une interview assez simple finalement sur les législatives uniquement. Et à ce propos, on constate en revanche qu'il y a une difficulté à avoir une stratégie à l'échelle de la Corse puisque il y a une investiture pour Laurent Marcangeli, il y a un soutien pour Valérie Bodze et en Haute-Corse. À l'heure où l'on parle, il n'y aura pas d'investiture, c'est certain. Il y aura peut-être un soutien, ça dépendra on va dire, des attitudes des uns et des autres. Mais en tout cas, c'est une étiquette qui est assez difficile à porter en dehors de la circonscription ajaxienne. Et selon vous, c'est un atout pour Laurent Marcangeli, le fait d'avoir le soutien et l'investiture de la majorité présidentielle? Parce que quand on voit le score de Macron ici... C'est un double tranchant. Hein. Effectivement, c'est un double tranchant parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas un grand amour pour Emmanuel Macron. En revanche, on peut constater que c'est quand même quelqu'un, Laurent Marcangeli, qui fait la synthèse entre le centre et la droite, puisqu'il lui-même est issu de ce courant politique. On verra après quelles seront, on va dire politiquement, les conséquences de la rancœur de Jean-Jacques Ferrare. Je ne sais pas si en termes de voix, ça va chercher très loin. En termes amical, c'est peut-être autre chose, mais la politique, c'est pas que de l'amitié, comme on le disait tout à l'heure. Alors, est-ce que ce sera un avantage? Il y a peut-être des gens qui vont s'en satisfaire parce qu'il y a cette idée que c'est un élu qui peut peser sur la scène nationale. Et puis, dans la perspective du processus qui va s'ouvrir, ça pourrait être quelqu'un qui portera un discours. En revanche, d'autres qui sont... pas très différent de celui de l'État, c'est ça? Apparemment, non, pas trop. L'État a un allié. L'État a un allié. L'État cherche un allié. Peut-être aussi, dans la perspective, on va dire, de ces négociations à venir, avoir un allié local bien implanté qui puisse faire pièce aux députés nationalistes, ce que faisait moins peut-être Jean-Jacques Ferrare par le passé. Non, simplement, ce que vient de dire Dominique, que Édouard Philippe il ne veut pas s'exprimer. Mais est-ce qu'il a de quoi s'exprimer? Est-ce qu'il est au courant de la situation? Il n'a pas été d'une grande pertinence sur la Corse lors de sa présence à Matignon. Son successeur... il est venu ici pendant son ministère. Voilà, dont on n'a pas parlé, son successeur, Jean Castex, bientôt... il n'est pas venu. On a presque oublié son nom. Lui, non seulement il ne s'exprimait pas beaucoup, mais il ignorait totalement la situation de la Corse. C'est un point assez effarant, même les évidences, on va dire, qu'on ne va pas citer. Mais on verra d'ailleurs si Madame Borne prendra les choses, je ne sais pas. Pour l'instant, elle n'a jamais jeté un coup d'œil peut-être du côté de notre Méditerranée, on verra bien. Mais bon, il faut quand même se dire que, je ne sais pas, vous êtes amateur de Formule 1 Pas vraiment. non, ben, je vais vous dire un truc. Juste le 10 avril, il y a eu un Grand Prix de Formule 1 en Australie. C'était une très très belle compétition. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant 2 jours, il y a eu 400 000 spectateurs sur un Grand Prix, une espèce de un grand parcours sur plusieurs kilomètres. 400 000 spectateurs sur un Grand Prix, ça m'aidait. On compte pas grand-chose finalement, nous autres. On est un tour de piste. Et puis voilà, il faut se dire un petit peu ça aussi. Par rapport à ce que disait Guillaume, moi, effectivement, c'est assez stupéfiant qu'un ancien Premier ministre n'ait rien à dire, ne fût-ce que lors d'une interview comme ça au Débeauté, sur une situation qu'il a lui-même évoquée dans son discours brièvement, évoquant les événements consécutifs à l'assassinat d'Ivan Colonne. Il a évoqué la colère, l'incompréhension et une volonté d'aboutir sur autre chose. En revanche, il n'a pas une doctrine, il ne sait pas exactement. Ça dit peut-être quelque chose plus généralement. Mais quand même, c'est quand même le seul homme politique d'envergure nationale à s'être déplacé. Les autres, même quand ils ne sont pas candidats à cette élection, ou leurs représentants, personne n'est venu. On se rappelle d'autres époques où il y avait à chaque élection législative toujours une ou deux personnalités, en particulier de droite, mais aussi de gauche, qui venaient appuyer les candidats locaux. Cette fois-ci,
personne, à part Édouard Philippe. Comment vous expliquez? Il a aussi un désintérêt ou alors... Non, mais il faut bien se dire, je rejoins assez ce qu'a dit Jérôme, il faut bien se dire qu'on n'intéresse plus personne. La Corse n'intéresse plus personne. Pourtant, la Corse beau, n'est plus hein. Ah oui, mais Ouais, très la Corse n'est plus un enjeu. La Corse n'a plus de représentants dans les ministères, au cœur nucléaire, je dirais, du pouvoir. Et surtout, la Corse, on l'a vu ces 3 derniers mois, peut mettre le gouvernement dans une situation absolument explosive. Et c'est bien gardé, justement, Édouard Philippe s'est bien gardé d'évoquer la situation corse au moment où il est venu adouber, soutenir, promouvoir le maire d'Ajaccio. Il s'est bien gardé, évidemment, d'aborder une question aussi brûlante et aussi difficile que la question corse. Effectivement, au moment où le gouvernement allait être composé, une phrase malheureuse aurait pu avoir des conséquences. Évidemment. Alors justement, l'autre sujet de préoccupation qui nous concerne directement, c'est l'ouverture de ces fameuses discussions sur l'avenir de la Corse. Alors plusieurs fois reportées, on les attendait pour cette semaine, mais comme il n'y a pas eu encore de gouvernement, il n'y a pas de réunion. En plus, nous allons entrer dès lundi dans la période de réserve et on ne voit pas comment cela pourrait s'organiser. On va écouter le président de l'exécutif. Même si l'installation du nouveau gouvernement est indispensable, je pense qu'il est indispensable également que le gouvernement nous dise clairement quand nous allons être reçus, dès le lendemain de la désignation du nouveau gouvernement, parce qu'il faut commencer tout de suite à travailler, étant précisé que le ministre Darmanin, s'il doit être confirmé dans sa mission, est candidat aux législatives, et que donc on risque d'avoir à attendre, y compris le résultat des élections législatives, peut-être même l'été passant d'attendre septembre. À ce moment-là, on serait dans un retard véritablement inacceptable. Il faut engager tout de suite le processus et l'engager sur des bases politiques claires. Alors, depuis cette interview, Gilles Simeol en a remis une couche, puisqu'il a publié un communiqué qui dit à peu près ce qu'il vient de dire là. Vous negalongano diventano usarpi, Dominique? È vero, le langue diventano isarpi, ma qui comunque era complicata. Le gouvernement n'est pas nommé, on est en période où on ne sait pas si Darmanin sera reconduit ou pas, même si, quand il a commencé à discuter, il y a 1 mois et demi de ça, il a laissé clairement entendre qu'il aurait, quelle que soit sa place dans le gouvernement, un rôle vis-à-vis de la Corse. Mais en tout cas, c'est pas facile de recevoir des gens pour discuter de sujets aussi sérieux à un moment où les choses ne sont pas établies. Et même si demain il y avait une discussion, il faut quand même rester prudent parce que rien n'est établi jusqu'à la nomination d'Elisabeth Borne. Il faut se rappeler qu'elle est candidate dans le Calvados et que si elle perdait cette élection, je connais peu les rapports de force politique du Calvados, mais si elle perdait cette élection, elle ne serait même pas première ministre. Pas beaucoup de risques. Donc il y a quand même beaucoup d'inconnus à ce stade. Ça fait 7 ans que Gilles Simeoni est élu, plus ou moins, si je me rappelle bien, 2015, ça fait 7 ans. On peut attendre quelques mois, je pense que. Mais effectivement, il y a eu des signes, et là, je vais un peu dans son sens, il y a eu quelques signes de la part du gouvernement, ou en tout cas de l'appareil du pouvoir, qui laissent supposer qu'il n'y a pas une volonté de changer beaucoup le logiciel, comme on dit aujourd'hui. Gesticuler en tapant des pieds, en disant il faut qu'on discute, au moment où rien n'est établi, rien n'est figé, et où on ne sait pas exactement où on va, c'est un peu d'enfumage. Voilà. Le fait d'appeler... Ouais, mais est-ce qu'il y a des signaux quand même qui ne sont pas... Le fait d'avoir déjà reporté les discussions au prétexte qu'il y avait des violences dans la rue, Jospin avait entamé le processus de Matignon quand il y avait les attentats en plein jour. Nous sommes d'accord. Là, il y a des arrestations, des interpellations. Oui. On voit encore ce qui se passe... Il y a un appel également du parquet antiterroriste. Un appel qu'il fallait faire dans les 24 heures pour qu'il soit suspensif. C'est vrai que c'est un signe défavorable. Le report de la décision pour Ferrand, encore une fois, comme ça s'était passé pour Alessandre au mois d'octobre, ça fait beaucoup de signes peut-être, non? Mais ça n'a rien à voir avec le... C'est la marche inéluctable, malheureusement, de la justice. Qui n'a rien à voir avec un remaniement ministériel. Un petit peu instrumentalisé parfois, ça peut arriver quand même. Tout à fait. Bizarrement, toutes les barrières sont tombées. Tout à fait, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la nomination d'un nouveau ministre de la Justice. Non, c'est le climat que ça crée. C'est en tout cas... Mais encore une fois, je pense qu'ils sont dans leur... Ils restent sur leur rail. Ils ne bougent pas de leur vision et de leur stratégie pour la Corse.
Mais demander à ce que l'on se retrouve autour d'une table pour entamer des discussions alors qu'on ne sait pas qui aura autour de cette table, c'est un peu... Pour moi, c'est assez inutile. Voilà. Il est important de ne pas se presser dans ce dossier parce que les engagements sont sur le long terme. L'analyse de la situation mérite de prendre le temps de l'analyse. Gilles Simeone, et je rejoins ce qui vient d'être dit, là, dans cette situation, finalement, se met quelque peu en danger. Alors oui, il dit, bon, il faut qu'on discute, mais est-ce qu'on peut imaginer ce gouvernement, avec des législatives qui sont en plein lancées, dire on va discuter pour laisser entendre, si ça avance d'un côté et de l'autre, que la majorité nationaliste a pu permettre et ainsi soutenir les candidats aux législatives de cette dite... Vous pensez qu'on attend le résultat des élections, si le pouvoir attend le résultat? Il va falloir attendre les résultats. Non, il y aura probablement une réunion avant. Je me permets de vous couper, Jérôme. Il y aura une réunion probablement avant le résultat législatif. Mais pour autant... Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire... En revanche, il faut se rappeler aussi que Gilles Simeone n'est pas un chef de parti, mais alors, un petit peu quand même. Et donc, quelque part, c'est une façon aussi de d'affirmer des marqueurs dans une campagne législative où il y a au moins 3 candidats, et en fait 4, qui se revendiquent, on va dire, de quelque chose de commun avec Gilles Simeone. Et donc, du coup, c'est une façon de parler aux électeurs aussi. Mais en revanche, est-ce qu'on va attendre le 20 juin pour avoir une première réunion? Là, pour le coup, ça ferait peut-être un petit peu beaucoup. Moi, c'est compliqué parce que quand on voit le positionnement des candidats aux législatives en Corse, justement, moi je n'imagine pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est compliqué parce que il y a les législatives, il y a des candidats à ces législatives qui ne sont pas encore élus dans aucune assemblée. Je pense par exemple au candidat du Rassemblement national, qui est François Filoni sur la circonscription d'Ajaccio. Il dit, nous on n'est pas représentés, on n'est pas... Sur Porto Vecchio. Qui est un peu Ajaccio aussi, voilà. Merci, monsieur Pasqua. Et donc, je veux dire par là, qu'est-ce qu'il dit François Filoni? Il dit, mais nous, on n'est pas élus, on ne siège pas à l'Assemblée, mais par contre, on représente un corps électoral important, on veut participer à ces discussions. Mais ça veut dire qu'il y a une complexité, y compris... L'Assemblée, l'exécutif l'a dit au moment où tout ça a commencé à se mettre en place. Ça a passé par nous seulement. D'associer, y compris les forces politiques qui n'étaient pas représentées à l'Assemblée de Corse, dans le processus de discussion. Alors, dans quelle mesure... On doit mouiller. Ouais, mais quelle est la force politique du Rassemblement national? Si ce n'est quelle est la force... Est-ce qu'une force politique, c'est simplement un vote à des présidentielles? C'est là la question. Et puis surtout, comment est-ce qu'on l'a... vous pouvez dire aussi la même chose que le Parti communiste à ce moment-là, mais est-ce que le Parti communiste n'aurait pas le droit de discuter? C'est une force politique. Dans la méthode, ce qui est prévu, c'est de faire une première réunion avec les forces en place pour prendre un petit peu le pouls, et puis par la suite, voir... Peut-être que les législatives vont servir à ça aussi, voir quel est le poids politique des uns et des autres, pour par la suite prendre en compte une partie de ce qu'ont souhaité ces partis qui sont plus représentés à l'Assemblée de Corse. Bon, ça va prendre du temps quand même, parce que malgré tout, ce qui est souverain, c'est le suffrage universel, et ce qui a plus ou moins déterminé la stratégie, ce sont les territoriales de 2015, 2017 et les dernières. Enfin, une issue avant la fin de l'année... Oui, ça paraît un peu... Ça paraît extrêmement compliqué. Dominique Moret n'est à ça, il n'a d'être abastante. Et voilà, donc je parie sur ce schéma-là, Moret, d'une réunion avant les législatives. Je crois en vous, je ramène. J'ai peu d'informations. En tout cas, sur ce sujet, comme sur les précédents, nous attendrons. Alors, on aborde le dernier sujet, il nous reste à peine 2 minutes. Celui-ci n'a pas attendu le bon vouloir des politiques. C'est celui de la hausse des prix. L'inflation galope, les prix augmentent de façon globale et ceux de l'alimentation ne sont pas en reste. Le gouvernement a annoncé des mesures concernant les tarifs de l'énergie, de l'essence, mais le risque de dérapage est réel. On le voit quand on fait ses courses. Lorsqu'on va au restaurant, les prix ont explosé. Dit l'homme, les produits de consommation courante flambent. Comment on y faire face? Le gouvernement pourrait bloquer les prix, d'après vous? Si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, peut-être que ça arrivera. Non, c'est une plaisanterie. Moi, je suis plus intrigué par cette hausse des prix. On évoque beaucoup de choses.
On évoque beaucoup de choses. Tout est produit en Ukraine, visiblement. L'Ukraine est devenue le pays, la Silicon Valley, voilà, pour les éléments électroniques, des composants électroniques des voitures. C'est visiblement tout est produit en Ukraine. Voilà. Qu'on parle du blé peut-être, parce que c'est le grenier à blé de l'Europe, un des greniers à blé de l'Europe peut-être, mais bon, je pense qu'il y a une partie de spéculation là-dessus. Est-ce qu'on peut arriver à une crise sociale du type de celle des Gilets jaunes, selon vous? En tout cas, les attentes sont fortes. Une crise dans l'immédiat, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement n'a pas changé. Il va aller sur des réformes qui ont été rejetées auparavant. Ça pourrait être le catalyseur de quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer. Et c'est vous qui aurez le mot de la fin. La saison arrive, comme l'on dit. Ceux qui vont fonctionner vont s'en sortir encore plus que d'habitude. Les autres vont ramer un peu plus que d'habitude. Eh bien, ce sera là la conclusion. Et comme nous sommes d'indécrottables optimistes, là encore, pour tous les sujets que nous avons évoqués, nous nous armerons de patience en se rappelant la fameuse formule d'Henri Queuille, qui était président du Conseil sous la Troisième République. Il n'est de problème dont l'absence de solution ne finisse par venir à bout. Voilà, tout est dit. Rivista e compie, cari amici, a ringraziarvi di vostri commenti. Ci ritroviamo ben a prossimo agli stessi ore, agli stessi luoghi. Intanto, buonasera e buona settimana a tutti.